Setsu était un héros émo qui a été isekai une seconde fois dans un monde qu'il avait déjà sauvé auparavant. Alors il a caché ses compétences de rang S pour vivre normalement. Cependant, ses plans ont été ruinés lorsqu'il a découvert que le continent était en guerre, alors il est parti en mission solo pour sauver le monde en mettant la raclée à des méchants de toutes les races en guerre. Tout a commencé un après-midi alors que Setsu traînait avec son ami d'enfance, Yui, en classe, et qu'un énorme portail s'est soudainement ouvert, transportant lui et toute sa classe dans un monde fantastique. Le passage soudain du cours de maths à une carte de Call of Duty, Warzone a laissé les camarades de classe PNJ de Setsu complètement abasourdis. Mais Setsu était excité parce qu'il savait exactement ce qui se passait. C'est alors que d'énormes monstres en armure ont commencé à marcher vers eux, poussant ses camarades à s'enfuir. Et quand l'un d'eux a essayé d'attaquer Setsu et Yui, Setsu l'a envoyé valser d'un simple coup de doigt. Setsu et Yui ont commencé à s'enfuir comme leurs camarades, mais leur chemin a été bloqué par des chevaliers armés qui se sont rués sur les monstres. Setsu et ses camarades ont observé à distance de sécurité pendant que les chevaliers combattaient les monstres. Et soudain, Setsu s'est rendu compte que les monstres étaient renforcés par une malédiction. C'est alors qu'une guerrière nommée Elka est apparue et a dit à la classe de Setsu de se mettre à l'abri avant de foncer dans la bataille aux côtés de son partenaire, Glin, et d'anéantir les monstres géants en utilisant les techniques banquets de Rukia dans Bleach. Après avoir quitté la zone de guerre, la classe de Setsu est arrivée au palais du roi de Distinia, qui leur a expliqué qu'ils avaient été invoqués pour combattre les démons qui tourmentaient ce monde depuis plus de 5 ans. La reine ajouta qu'un héros venu dans leur monde il y a 5 ans avait réussi à mettre fin à la guerre et demanda officiellement leur aide pour combattre les démons. Les camarades de classe de Setsu décidèrent que le mieux était de rester là, alors elle les conduisit à leur chambre. Le lendemain, les camarades masculins de Setsu commencèrent l'entraînement à l'épée tandis que les filles recevaient des cours de magie par Elka, et il ne fallut pas longtemps avant que Yui réussisse son premier sort de feu. Setsu, qui observait depuis un coin, était ravi de voir cela, mais sa satisfaction ne dura pas longtemps car Elka le rejoignit et l'accusa de paresser. Sa réponse désinvolte à ces accusations la fit foncer sur lui avec son épée en bois. Il esquiva facilement son attaque et répliqua en lui donnant une tape sur les fesses. Cela lui rappela qu'il était en réalité son maître, Setsu, le héros d'il y a 5 ans, alors elle se mit à ramper et à le vénérer. Un chevalier nommé Glin arriva et fut déconcerté en voyant Setsu assis sur le dos d'Elka, alors elle lui révéla que le tout-puissant Setsu était de retour. Tous les trois retrouvèrent une femme nommée Théa qui préparait une potion magique, et elle le reconnut aussitôt comme étant Setsu à cause de sa puissante énergie magique. Après des retrouvailles émouvantes, tous les 4 se rendirent dans un autre endroit où Setsu expliqua qu'après le combat entre lui et Thomas, le héros corrompu, il avait été renvoyé au Japon où il menait une vie normale mais avait conservé ses souvenirs et ses pouvoirs, jusqu'au jour où un cercle magique apparut dans sa salle de classe et le ramena à Distinia avec ses camarades. Setsu demanda des nouvelles de Thomas, soulignant que la magie maudite qui alimentait les démons était quelque chose que lui seul pouvait accomplir, et ils répondirent qu'ils n'avaient aucune idée de l'endroit où il se trouvait, mais supposèrent que la réapparition de Setsu pouvait aussi signifier son retour. Un peu plus tard, le roi déclara une guerre totale contre les démons, et malgré la tentative de Glin de proposer une approche plus diplomatique pour gérer la situation, le roi idiot et sa femme décidèrent qu'il valait mieux régler les choses de façon chaotique. Quelques heures plus tard, Glin, Elka et Théa retrouvèrent Setsu et l'informèrent de la guerre imminente, ce qui le poussa à décider qu'il allait, encore une fois, arrêter la guerre tout seul. Elka et les autres exprimèrent leur volonté de se battre à ses côtés, mais Setsu refusa leur offre et leur demanda de protéger la capitale royale pendant qu'il ferait du solo leveling en affrontant les démons de front. Ensuite, Setsu et son équipe infiltrèrent une salle privée dans la capitale royale où Setsu trouva son épée sacrée nommée Kunamaru. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que les gardes ne se rendent compte de leurs agissements criminels, alors Glin et Théa les ont affrontés pendant que Setsu s'enfuyait avec Elka. Une fois dehors, Setsu prononçait quelques mots d'adieu à Elka lorsque Yui est soudainement apparu et lui a demandé où il allait. Setsu expliqua qu'il avait été invoqué une seconde fois dans ce monde et qu'il devait affronter son ennemi juré, ce qui fit pleurer Yui qui insista pour l'accompagner. Cependant, Setsu refusa et affirma qu'il ne voulait pas la mettre en danger. Yui répondit par une taquinerie touchante qui montrait sa maîtrise de la magie du vent et du feu et promit de devenir assez forte pour protéger Setsu alors qu'il s'éloignait. Ailleurs, une fille nommée Ruri se trouvait dans une carriole, essayant d'accomplir la dernière mission de son défunt grand-père, qui consistait à livrer un artefact spécial à un client, lorsqu'elle fut attaquée par un sanglier sauvage. Le sanglier la projeta hors de sa carriole, et, bien qu'elle ait réussi à protéger l'artefact, l'animal menaçait toujours de l'attaquer à nouveau.
Heureusement, Setsu arriva juste à temps pour la sauver, mais elle le prit pour un bandit venu voler son argent inexistant, alors elle lui proposa de lui donner l'argent qu'elle gagnerait en livrant les objets. Cependant, Setsu refusa son offre et expliqua qu'il voulait seulement s'assurer de sa sécurité. Lorsqu'il lui tendit la main, elle eut un flash d'un client spécial que son grand-père avait eu autrefois. Et quand il lui demanda pourquoi elle transportait des marchandises sans garde, elle répondit qu'elle n'avait trouvé personne pour accepter le travail car elle était pressée de partir. Setsu lui adressa quelques paroles inspirantes en s'éloignant, mais elle l'arrêta et le supplia de devenir son garde. Il refusa l'offre, disant qu'il avait ses propres affaires à régler, mais elle le supplia avec des yeux de chien battu jusqu'à ce qu'il cède finalement et accepte de l'escorter jusqu'à une ville portuaire nommée Marsen qui se trouvait plus loin. Lorsqu'ils arrivèrent à la ville portuaire, Setsu remarqua que la ville était bien plus animée que lors de sa première visite, alors Ruri expliqua que le commerce dans la ville avait augmenté après la guerre, il y a 5 ans. Ruri essaya d'obtenir un bateau pour le continent des démons, mais le capitaine refusa et expliqua que tous les navires étaient annulés pour une durée indéterminée à cause de la guerre en cours. Cependant, Ruri refusa d'abandonner et se mit à demander à d'autres capitaines de la région s'ils pouvaient l'aider à se rendre sur le continent des démons, mais ils refusèrent tous sa demande, un par un. Juste au moment où Setsu allait intervenir pour faire quelque chose face à sa situation misérable, il la vit se faire harceler par des chevaliers de Distinia. Quand ils ont essayé de prendre le colis qu'elle tentait de livrer, Ruri a refusé de les laisser faire, ce qui a poussé l'un d'eux à essayer de devenir violent avec elle. Heureusement, Setsu est arrivé à temps pour l'arrêter et il a marqué son territoire en se présentant comme le garde du corps de Ruri, ce qui a poussé les chevaliers à le défier en duel. Setsu était plus qu'heureux de leur faire plaisir, mais avant que le combat ne commence, les habitants de la ville se sont rassemblés autour d'eux. Sachant qu'il serait problématique pour eux de dégainer leurs épées contre des civils avec des témoins autour, les chevaliers n'ont eu d'autre choix que de partir. Bien plus tard dans la soirée, Setsu et Ruri grignotaient des sandwichs en fêtant leur victoire sur les chevaliers idiots, et lorsque Setsu lui demanda comment elle comptait livrer le colis, Ruri répondit qu'elle trouverait bien un moyen d'acheter un bateau. Sachant qu'elle était trop fauchée pour s'offrir ne serait-ce qu'une brouette, Setsu proposa un autre plan, qu'elle l'accompagne sur le continent démoniaque, puisque c'était justement là qu'il se rendait. Cependant, il lui posa une condition, elle devait se reposer dans une auberge cette nuit-là. Non seulement elle accepta, mais elle proposa aussi de partager la note avec lui, ce qu'aucune bad girl de la génération Z ne ferait jamais. À l'auberge, Ruri montra à Setsu le colis spécial et il reconnut aussitôt qu'il s'agissait d'une broche particulière. Elle raconta que son grand-père était un joaillier célèbre, capable de fabriquer des choses que personne d'autre à Distinia ne pouvait réaliser. Un jour, quelqu'un est venu demander la réparation de cette broche spéciale, qui était la plus belle création de son grand-père. Mais le vieil homme est arrivé au terme de sa vie avant de pouvoir la livrer, et c'est ainsi que Ruri a été chargé d'accomplir cette livraison, sa dernière volonté à son égard. De retour dans le présent, Ruri laissa le colis à Setsu et alla prendre une douche. Après son départ, Setsu découvrit que la broche dans la boîte était celle sur laquelle il avait lancé un sort de protection 5 ans auparavant, ce qui le fit se demander comment elle avait pu se casser. Plus tard dans la nuit, Setsu avait du mal à dormir à cause de son colocataire désordonné, quand soudain les chevaliers bruts de tout à leur firent irruption dans l'auberge et exigèrent de connaître leur chambre. Lorsque les chevaliers arrivèrent à leur chambre, Setsu sauta par la fenêtre avec Ruri, rendant les chevaliers furieux alors qu'ils les poursuivaient dans toute la ville, tombant sur plusieurs des pièges ingénieusement placés par Setsu au passage. Setsu finit par se retrouver dans une impasse, alors les chevaliers pensèrent qu'ils avaient enfin remporté la victoire, jusqu'à ce que Setsu attrape Ruri et saute dans les airs. Les chevaliers pensaient qu'ils étaient fichus puisqu'il y avait l'océan en dessous, mais leurs mâchoires sont tombées par terre lorsqu'un dragon marin nommé Levia est sorti de l'océan pour les attraper. Apparemment, Levia était une alliée proche de Setsu, alors elle a immédiatement accepté lorsqu'il lui a demandé de les emmener jusqu'au continent démoniaque. Pendant le trajet, Ruri était stupéfaite car elle savait que Levia était un dragon connu comme le dieu de l'océan, et il ne fallut pas longtemps avant qu'il n'arrive au continent démoniaque. Après avoir déposé Setsu et Ruri sur la rive du continent démoniaque, Levia s'est lancée dans un combat de catch sans merci contre un calmar géant, puis elle a pris une forme humaine que Setsu a présentée à Ruri comme une amie à lui. Levia a commencé à réprimander Setsu de ne pas l'avoir aidé pendant le combat contre le calmar, et Ruri les a interrompus en demandant ce qu'il comptait faire du cadavre du calmar. Finalement, Setsu l'a fait griller pour le déjeuner, et pendant qu'il mangeait, Levia a informé Ruri que le château du seigneur démon, nommé Evilbaro, était l'endroit où elle devait livrer le colis, et que la destinataire n'était autre que la seigneur démon elle-même, appelée Deza.
Setsu a demandé à Levia de les accompagner dans leur voyage jusqu'au château du Seigneur Démon, mais elle a refusé et s'est mise à râler sur le fait que Setsu l'avait abandonné pendant des années pour finalement revenir et l'utiliser comme bateau. En voyant cela, quelques enfants démons sont arrivés et ont commencé à taquiner Setsu, alors il les a amadoués en leur donnant un peu de son calmar grillé. Ensuite, ils ont transporté le corps du calmar jusqu'au village voisin, qui souffrait de la famine à cause de la guerre, et tout le monde a fait la fête en dégustant le plat étoilé Michelin de Setsu. Sur une falaise quelque part, le chef de la garde personnelle du seigneur démon des As, nommé Vlad, a vu que le village était enfin animé et a supposé que des humains avaient envahi leur terre avec violence, alors il s'est précipité pour voir ce qui se passait. À la fin de la fête, Ruri était surexcitée à cause du Coca-Cola et elle a décidé d'avoir une petite discussion entre filles avec Levia, alors elle lui a demandé comment elle avait rencontré Setsu. Levia a raconté que, 5 ans plus tôt, Setsu avait essayé de traverser les océans sans sa permission, ce qui les avait amenés à se battre. Puis, par la suite, elle l'avait aidé à mettre fin à la guerre et était devenue une proche alliée de lui. Cependant, le petit cerveau de Ruri a bugué quand elle a réalisé que le Setsu qui l'accompagnait depuis le début était en fait le héros qui avait mis fin à la guerre il y a 5 ans. Elle a demandé si la baisse soudaine des guerres maritimes était liée à Setsu, alors Levia a révélé que c'était Setsu qui lui avait ordonné de maintenir la paix dans les océans il y a 5 ans. Quand Ruri lui a demandé si elle était amoureuse de Setsu, Levia a répondu non, mais elle a avoué qu'elle était heureuse qu'il soit revenu après 5 ans, et leur conversation a été interrompue par l'entrée théâtrale de Vlad. Vlad a dégainé son épée, prêt à affronter n'importe quel ennemi, mais tout ce qu'il a vu, ce sont les gamins démons qui lui ont proposé un peu de calamar frit. Bien plus tard, Vlad s'est excusé auprès de Levia d'avoir gâché leur fête, et quand Setsu est arrivé, il les a suppliés de sauver la reine démon. Vlad a expliqué que la reine démon avait été forcée d'épouser un homme nommé Terran qui lui avait jeté une puissante malédiction de soumission à l'aide d'un collier qu'il lui avait offert à la place d'une bague. Il leur raconta aussi comment leur nation démoniaque avait été attaquée à plusieurs reprises par les soldats de Distinia et comment la reine démon avait envoyé un émissaire dans la nation humaine qui n'était toujours pas revenu. Profitant de la réticence de Désas à entrer en guerre, Terran proposa de négocier au nom de leur nation. En entendant cela, Setsu douta que Terran soit quelqu'un de spécial, mais Vlad révéla qu'il était au sommet du monde, d'une manière similaire à Setsu. Ruri précisa que Terran n'était pas un grand pont grâce à ses compétences au combat, mais plutôt parce qu'il était le marchand le plus riche du monde et le chef de la compagnie commerciale Terran, qui possédait la plupart des navires marchands en mer. Étant donné que les humains comme les démons avaient besoin de marchands pour mener une guerre intercontinentale, Vlad savait que les affirmations de Terran n'étaient pas sans fondement, mais il était mal à l'aise à l'idée que Deza soit prêt à devenir esclave pour arrêter la guerre. Setsu se mit à lui crier dessus, demandant pourquoi les gardes laissaient Désas prendre une décision aussi irréfléchie, et Levia révéla que c'était à cause de la promesse qu'elle avait faite à Setsu 5 ans plus tôt, celle de maintenir la paix. En conséquence, Levia suggéra qu'il l'aide, et Setsu accepta. Vlad conseilla à Setsu d'économiser sa magie afin de pouvoir affronter toutes les complications que Terran leur réservait, et Levia proposa de s'occuper des nombreuses bêtes qui envahissaient le château. Alors qu'ils couraient vers le château du roi démon, ils arrivèrent à un endroit où des loups les encerclèrent, et Levia élimina les bêtes une à une en les déchirant avec des lames d'eau. Ensuite, elle demanda à Setsu quel était le plan, et il répondit qu'il comptait faire un trou dans le crâne épais de Terran. Lorsque Levia fit remarquer que la guerre ne pourrait pas être arrêtée sans le riche marchand, Setsu supposa que c'était lui qui était à l'origine de la guerre depuis le début. Il évoqua les monstres géants en armure, qui n'étaient du côté ni de Distinia ni des démons, et suggéra que la guerre avait été orchestrée en utilisant ces créatures afin que Terran puisse vendre son collier maudit en échange de la paix. Setsu exprima son intention d'interroger Terran pour qu'il révèle qui est le véritable cerveau, et lorsque d'autres bêtes les attaquèrent, Levia les élimina facilement avec plusieurs jets d'eau, ce qui poussa Setsu à louer ses compétences améliorées. En poursuivant leur course, Levia repensa à la façon dont Setsu lui avait permis de voir à quel point le monde était beau en la motivant à sortir de l'eau, et elle décida qu'elle ne laisserait pas Désas attirer toute l'attention. Lorsqu'ils arrivèrent à Evil Barrow, elle conseilla à Setsu de donner le meilleur de lui-même alors qu'il bondissait dans les airs pour affronter les ennemis inconnus qui l'attendaient. Il y a plusieurs années, Setsu mit fin à la guerre entre les humains et les démons en élevant Désas pendant leur combat et en lui offrant la broche noire spéciale en cadeau. Et cela la fit pleurer car elle comprit alors qu'elle suivait la mauvaise voie. 5 ans plus tard, Vlad informa Désas que Setsu avait disparu du monde. Et cela ne fit que renforcer sa détermination à protéger la paix qu'ils avaient avec les humains, pour lui. Alors qu'elle se promenait dans le village avec Vlad et qu'ils parlèrent de la paix revenue dans le monde grâce à leurs efforts, sa broche se fissura soudainement, ce qui poussa Vlad à proposer de l'envoyer à un artisan qualifié de Distinia pour la faire réparer.
Peu de temps après, un garde fit irruption dans le palais pour informer Désas que le peuple de Distynia avait déclaré la guerre contre eux, ce qui la poussa à ordonner à tous ses officiers supérieurs de se rassembler dans leur bureau afin de préparer leur armée. Elle envoya également 2 soldats, nommés Zéon et Lamina, à Distynia pour découvrir ce qui s'y passait, et après leur départ, elle se jura de tenir la promesse qu'elle avait faite à Setsu, quoi qu'il arrive. Un mois après le début de la guerre, Désas était préoccupée par le fait que Distynia n'avait toujours pas pris contact avec eux, car elle savait qu'à ce rythme, son armée ne tiendrait plus très longtemps. Elle craignait de ne pas être capable de tenir la promesse faite à Setsu jusqu'à ce que Vlad arrive avec l'information que Terran demandait une audience avec elle. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le refuser, car il était l'équivalent d'Elon Musk dans leur monde, alors elle ordonna à Vlad de le faire entrer. Lorsque Terran fit sa proposition, les démons présents se mirent tous à le traiter d'idiot arrogant, mais il leur assura qu'il était on ne peut plus sérieux et expliqua qu'il souhaitait utiliser la puissance du commerce de Terran pour aider à mettre fin à la guerre contre Distynia. Quand Désas lui demanda ce qu'il voulait en échange de ses efforts, Terran répondit qu'il voulait qu'elle devienne sa femme, et elle comprit aussitôt qu'il voulait en réalité qu'elle soit son esclave, et non sa femme. Il lui offrit un collier qui devait symboliser leur fiançailles, et il n'a suffi que d'un seul regard pour que tout le monde dans la pièce comprenne que le collier était porteur d'une puissante malédiction d'asservissement. Désas lui demanda où il l'avait trouvé, et il répondit en racontant n'importe quoi, disant qu'il était allé à Konoha pour affronter Sasuke afin de l'obtenir. Vlad suggéra avec colère à Désas de renvoyer ce loser dans la poubelle à $1 million d'où il venait, mais elle l'arrêta et dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Terran dit qu'elle n'avait pas beaucoup de temps, car Distynia prendrait bientôt l'avantage dans la guerre, puis il éclata de rire de façon maniaque en quittant le bâtiment. Bien plus tard, Désas était seule dans son palais, en train de se demander si elle devait accepter l'offre de Terran ou non, quand Vlad fit son apparition et proposa de se battre aux côtés de l'armée jusqu'au dernier homme, juste pour qu'elle n'accepte pas l'offre. Elle répondit que c'était justement parce qu'elle savait qu'ils étaient déterminés à se battre pour elle qu'elle ne pouvait pas refuser l'offre, et lui demanda s'il pensait que cela faisait d'elle une seigneur démon stupide. Cependant, Vlad déclara qu'il n'abandonnerait pas, et après qu'il se soit éloigné, Désas pleura en se demandant comment Setsu réagirait en la voyant se marier contre sa volonté. Ailleurs, Terran se trouvait dans la calèche avec son mystérieux partenaire, se vantant de la facilité avec laquelle il avait réussi à mettre la seigneur démon sous son contrôle. Et lorsqu'il demanda à l'homme s'il était temps de retirer leur soldat maudit, celui-ci répondit que ce n'était pas nécessaire car son maître en avait décidé autrement. Le jour du mariage, les gens se rassemblèrent dans une église et Désas apparut dans une jolie robe de mariée blanche, ce qui fit que tous la regardèrent avec des yeux pleins de désir. Lorsque le prêtre leur demanda d'échanger leurs vœux, Terran sortit le collier et déclara bruyamment qu'ils entrèrent dans un pacte de maître et serviteur. Il affirma également que la compagnie Terran, en obtenant le pouvoir du royaume démoniaque des Viltions, apporterait la paix éternelle au monde et demanda aux gens dans la foule de prêter allégeance au nouveau seigneur démoniaque, c'est-à-dire lui-même. Après son discours de méchant stupide, il demanda à Désas si elle voulait lui jurer un amour éternel, et les larmes aux yeux, elle découvrit son cou pour qu'il puisse lui passer le collier maudit, tout en souhaitant voir Setsu une dernière fois. Cependant, son vœu se réalisa de la façon la plus dramatique qui soit, car Setsu fit une entrée fracassante en défonçant la fenêtre avec son épée et tendit la main pour la sauver. Terran était tellement furieux qu'il ordonna à ses sbires de les attaquer, et alors qu'ils se lançaient à l'assaut, Livia fit elle aussi une entrée épique en les éjectant tous du ciel grâce à sa maîtrise de l'eau. À ce moment-là, le mystérieux partenaire de Terran activa un sort de magie des ombres qui immobilisa Livia malgré ses tentatives d'y échapper en sautant dans les airs. Le pseudo Jinwoo tenta de l'achever avec une multitude de tentacules d'ombre, mais avant qu'il ne puisse la toucher, Setsu les déchira d'un coup. Avant même que l'homme de l'ombre ne comprenne ce qui se passait, Setsu apparut derrière lui et lui asséna un coup brutal dans le dos qui l'envoya valser dans un coin. Quand Setsu tenta de s'en prendre à Terran, l'homme de l'ombre se releva et lança une attaque d'ombre encore plus massive sur Setsu. Mais Setsu l'arrêta à main nue avant de la déchirer à nouveau avec son épée. Après avoir esquivé d'autres attaques d'ombre lancées par ce perdant de l'ombre, Setsu surgit derrière lui et le projeta d'un coup de pied contre le mur. Quand Setsu a proposé une troisième manche, l'homme de l'ombre a répondu qu'il réglerait en ça une autre fois, puis il s'est échappé en explosant le mur. Ensuite, Setsu a retrouvé Désas dans une ambiance romantique, mais leur moment a été interrompu lorsque Livia a attiré leur attention sur les sbires qu'elle avait éliminés pendant le combat. Lorsque les corps de ces hommes se sont volatilisés, ils ont compris qu'il s'agissait de soldats magiques créés à partir de malédictions, ce qui a encore renforcé la conviction de Setsu que c'était Thomas qui tirait les ficelles dans l'ombre. Désas a proposé d'aider Setsu dans son combat contre Thomas, alors Setsu lui a demandé de s'occuper des affaires sur le continent démon pendant qu'il partait rencontrer un certain Régulus afin d'obtenir le soutien des hommes bêtes.
À ce moment-là, Rory et Vlad sont arrivés au château et Rory a remis la broche à Setsu, ce qui lui a permis de séduire Désas une seconde fois en lui offrant à nouveau la broche d'une manière très romantique. Bien plus tard, Terran a été arrêtée par les gardes démons et Setsu a promis à Désas qu'il l'emmènerait où elle voudrait une fois la paix retrouvée. Rory informa Setsu que Désas lui avait permis d'ouvrir une boutique sur le continent démoniaque pour la remercier d'avoir livré son colis en toute sécurité, et Vlad adressa quelques mots d'adieu à Setsu alors que lui et Levia quittèrent le château. Il y a plusieurs années, dans le monde des humains, les parents de Setsu et Yuhi les ont présentés l'un à l'autre pour la première fois, et malgré l'accueil initialement froid de Setsu envers Yuhi, ils sont finalement devenus les meilleurs amis du monde, faisant tout ensemble. Un jour, alors qu'ils rentraient de l'école à pied, Yuhi évoqua l'idée d'aller dans le même établissement que Setsu, mais ce dernier lui suggéra de viser une école plus facile qui ne lui causerait pas trop de soucis. Cela l'a rendue tellement triste qu'elle s'est enfuie, mais elle a fini par se rendre compte que Setsu avait raison, car le résultat du test blanc qu'elle avait passé était tout simplement pitoyable. Sur le chemin du retour après l'examen, des voyous ont essayé de l'intimider, alors Setsu est intervenu et les a fait fuir. Il a demandé à Yuhi ce qu'elle comptait faire de sa situation, et elle a répondu qu'elle voulait aller dans la même école que lui, même si elle savait qu'elle n'était pas assez douée. Quand Setsu a vu qu'elle était en larmes, il l'a réconfortée en lui proposant de l'aider dans ses études. À l'époque actuelle, les camarades de classe féminine de Setsu s'entraînaient intensément à la magie avec Elka et un PNJ s'est mis à célébrer après avoir lancé un faible sort de flamme. Alors Yuhi a fait un énorme coup de farming d'aura en pulvérisant sa poupée d'entraînement avec un sort de flamme bien plus puissant, ce qui a valu à Elka de louer ses compétences. Après la fin de l'entraînement, Yuhi a retrouvé Elka et Glein et leur a demandé s'ils étaient les compagnons de Setsu. Elka a confirmé que c'était le cas et a passé quelques minutes à parler de son rêve de rester à ses côtés pour toujours, avant de demander à Yuhi quelle était sa véritable question. Yuhi lui a demandé de lui donner un entraînement spécial parce qu'elle voulait aussi être avec Setsu, alors elle l'a emmené dans un endroit isolé où elle lui a expliqué que le monde était en paix grâce à Setsu et a ajouté que Setsu se battait actuellement avec acharnement pour maintenir la paix dans le monde. Elka ajouta qu'en tant que compagnon de Setsu, il restait prêt à agir à tout moment, et Yuhi répondit qu'elle avait à la fois le désir et la détermination de faire tout ce qu'il fallait pour se tenir aux côtés de Setsu. Cependant, elle savait qu'elle manquait de force, alors elle défia Elka en duel, et Elka accepta avec grand plaisir. Elka la chargea avec son épée, et Yuhi parvint à dévier ses coups à l'aide de son bâton. Quand Elka lança une volée de pics de glace sur elle, Yuhi lança un sort de flamme qui les fit fondre instantanément avant de croiser à nouveau le fer avec Elka. Elka finit par arrêter son attaque et dit à Yuhi qu'elle était bien plus forte qu'elle ne le pensait, ajoutant qu'elle était la seule, parmi toute sa classe d'idiots réincarnés, à vraiment se démarquer. Cependant, elle affirma qu'il lui manquait encore quelque chose si elle voulait être avec Setsu, et l'emmena dans les égouts infestés de monstres pour lui apprendre ce qui lui faisait défaut. À ce moment-là, un monstre ressemblant à un alligator sortit de la rivière, ce qui fit paniquer Yuhi, et Elka lui dit qu'elle devait agir car elle avait largement la force nécessaire pour le faire. Yuhi l'a attaqué avec un sort de flamme et a commencé à célébrer, mais le monstre est revenu à la charge, mordant sa baguette et lui griffant le bras. Elka fit un signe à Yuki pour qu'elle attaque à nouveau, alors elle lutta contre la douleur et lança une énorme boule de feu sur l'alligator difforme, le mettant à terre une fois de plus. Cependant, le monstre bougeait encore et Yuhi se montrait hésitante, alors Elka lui dit de l'achever. Elka expliqua que même si Yuhi avait presque autant de pouvoir magique qu'elle, il lui fallait la détermination de supprimer ses ennemis, sinon il détruirait ses alliés. Elle affirma sans détour que ce qui manquait à Yuhi, c'était la volonté de prendre des vies, avant d'achever elle-même le monstre avec une pluie de stalactites de glace. Le lendemain, Teiya rendit visite à Yuhi dans sa chambre et soigna les blessures qu'elle avait subies lors de son combat contre le monstre alligator. Teiya déclara qu'elle considérait Yuhi comme une alliée parce que Setsu l'appréciait, mais ajouta aussi qu'Elka avait raison, car la détermination n'était pas quelque chose qui pouvait s'enseigner. Elle révéla qu'Elka se montrait dure avec elle uniquement parce qu'elle voulait la considérer comme son égale, puis lui demanda pourquoi elle tenait tant à rester avec Setsu. Yuhi répondit que c'était parce que Setsu l'avait aidé toute sa vie, et que c'était pour cette raison qu'elle voulait être celle qui l'aiderait cette fois-ci. Teiya lui souhaita bonne chance et quitta la pièce. À l'extérieur, elle aperçut Elka, qui était un peu amère à propos de la conversation qu'elle venait d'avoir. Alors elle la rassura en lui disant que Yuhi était forte. Elka exprima ses inquiétudes quant au fait que Yuhi pourrait se retrouver face à un adversaire dangereux et Teiya répondit que, le moment venu, ce serait à Yuhi de trouver elle-même la détermination dont elle aurait besoin.
Bien plus tard dans la journée, Glenn remarqua que Yu-Hee était déprimé à cause de tout le drame qui s'était produit avec Elka. Il lui dit alors qu'il était normal d'hésiter lorsqu'on est confronté à la décision de prendre une vie, même si c'est pour protéger quelqu'un qui nous est cher. Lorsque Yu-Hee lui demanda comment il avait trouvé sa propre détermination, il répondit qu'il avait choisi de faire souffrir les autres plutôt que de regarder les gens autour de lui souffrir, comme n'importe quel autre soldat. Cependant, il précisa que c'était sa propre réponse et qu'elle devrait trouver la sienne par elle-même. En partant, il lui dit que Setsu voudrait sans doute qu'elle trouve la meilleure réponse possible par elle-même, et cela lui apporta un peu de la clarté qu'elle recherchait. Le lendemain, Yu-Hee laissa tout le monde bouche bée lorsqu'elle pulvérisa son mannequin d'entraînement ainsi que les environs avec un sort de flamme que même Natsu Dragnel n'aurait jamais pu imaginer lancer. Ensuite, elle et Elka retournèrent dans les égouts pour une nouvelle confrontation avec une bête, et lorsqu'un autre monstre alligator fit son apparition, elle dit à Elka qu'elle avait trouvé sa détermination. Quand la bête s'est jetée sur elle, elle la rôtit vive d'une seule boule de feu dévastatrice, ce qui a valu à Elka de louer ses compétences. Cependant, elle révéla que le monstre n'était que temporairement neutralisé et déclara que sa détermination était de ne jamais perdre et de ne jamais ôter la vie à qui que ce soit. Elka était ravie car sa réponse ressemblait beaucoup à celle de Setsu et lui promit qu'elle deviendrait assez puissante pour protéger tout le monde grâce à cette nouvelle résolution. Bien plus tard, Glin informa Yui et sa classe qu'ils partiraient le lendemain pour la nation démoniaque des Viltion. Et après l'annonce, Yui sourit en montant les escaliers pour rejoindre l'escouade personnelle de Setsu. Le lendemain matin, Setsu et Levia étaient dans une calèche en route vers le continent des hommes-bêtes, et Setsu commença à réprimander Levia parce qu'elle grignotait des biscuits sans se soucier du monde alors qu'elle avait affirmé auparavant qu'elle resterait concentrée pendant leur voyage. Levia répondit que cela n'avait pas d'importance puisqu'il n'y avait rien à faire avant d'arriver sur le continent des hommes-bêtes, et lui rappela aussi qu'elle serait de garde sur le bateau une fois arrivée au port. Setsu demanda s'il existait un moyen pour elle de les téléporter magiquement à leur destination, et elle répondit que la magie de transfert était quelque chose qui nécessitait des années de préparation et une puissance magique extrême pour pouvoir être exécutée. Elle réclama sa propre part de leurs encas, et au moment où ils s'apprêtaient à la lui donner, leur calèche s'arrêta à la demande de quelqu'un qui voulait faire du stop avec eux. Setsu fut stupéfait lorsqu'il vit que la personne était une démone nommée Elise, et elle éclata immédiatement en sanglots en exprimant à quel point elle était heureuse de revoir son maître, Setsu. Quelques minutes plus tard, Setsu la présenta à Levia comme quelqu'un avec qui il avait voyagé la dernière fois qu'il avait été invoqué, et elle affirma qu'elle était la meilleure élève de Setsu. Elise révéla que Setsu lui avait enseigné les bases de façon physique chaque nuit, et la façon dont elle formula sa phrase fit soupçonner à Levia que Setsu avait peut-être eu des gestes déplacés avec elle. La démone qui monta dans leur calèche avec Elise se présenta comme la petite sœur d'Elise, Émile, et lorsque Setsu exprima sa surprise en apprenant qu'Elise avait une sœur, elles révélèrent qu'elle n'était pas sa sœur de sang, mais qu'elles étaient devenues sœurs parce qu'elles étaient restées ensemble un certain temps. Quand Elise demanda à Setsu pourquoi il l'avait ignorée pendant 5 ans, il leur expliqua toute son aventure d'Izuke et révéla son intention de contrecarrer le plan de Thomas. Setsu demanda alors à Elise de l'accompagner sur le continent des hommes-bêtes et de l'aider comme elle l'avait fait 5 ans auparavant, et elle répondit qu'elle aurait adoré le rejoindre mais qu'elle ne pouvait malheureusement pas, car elle se retrouvait coincée dans une situation désespérée à cause d'Émile. Elise expliqua qu'après la disparition de Setsu, elle avait continué à accepter des missions pour poursuivre son entraînement, jusqu'au jour où elle accepta une requête d'un village nommé Zatrow pour tuer un dragon. Pendant qu'elle était à Zatrow, un ancien lui confia la responsabilité de s'occuper d'Émile, qui était un invité spécial dans leur village. Et lorsqu'ils dînèrent ensemble, Émile informa Elise qu'elle n'était pas originaire du village. Elle lui parla de son frère qui n'était jamais rentré à la maison depuis l'apparition du dragon, et Elise remarqua à quel point elle se sentait seule, alors elle lui proposa de rester avec elle au village pendant un moment, une fois le problème du dragon réglé. Émile accepta sa proposition, et Elise décida de rendre l'accord encore plus attrayant en lui demandant de jouer le rôle de sa petite sœur pendant son séjour. De retour au présent, Setsu demanda à Elise si le frère d'Émile avait disparu parce qu'il avait été tué par le dragon, et Elise répondit que ce n'était probablement pas le cas, car à chaque attaque de dragon, plusieurs villageois disparaissaient, pas seulement son frère. Elle expliqua en outre que lors de chaque attaque de dragon, le dragon laissait toujours des preuves du combat derrière lui, et que pendant ces attaques, tout le monde disparaissait sans laisser la moindre trace. Lors de la mission d'Elise contre le dragon, elle pensa que la première chose à faire serait de vaincre le dragon, alors elle prit une mesure radicale en désactivant la barrière du village contre le mal pour attirer le dragon dans la région. Énil l'avertit que c'était un plan dangereux, mais Elise la rassura en lui disant qu'elle s'en sortirait et lui demanda de rentrer chez elle pour ne pas se mettre en danger. Après le départ d'Énil,
le dragon apparut et engagea un combat acharné contre Élise. Après avoir esquivé une attaque de souffle du dragon, Élise le poignarda dans le dos, ce qui le fit hurler de douleur avant qu'il ne s'envole. Élise la poursuivit loin dans la forêt voisine dans l'espoir de l'achever, mais elle en a perdu la trace. Lorsqu'elle est revenue au village, elle a constaté que tous les habitants avaient disparu. Elle s'est donc précipitée pour vérifier si Émile allait bien et a été soulagée de voir qu'elle était la seule encore présente dans le village. À l'aube, elle décida d'aller en ville pour que quelqu'un s'occupe d'elle, ce qui l'amena à faire du stop avec Setsu et Lévia. Élise demanda à Setsu s'il savait quelque chose à propos d'un dragon qui enlevait des gens, et il répondit qu'il n'en avait jamais entendu parler, mais proposa tout de même de les aider à résoudre leurs problèmes. Lévia suggéra que l'incident au village pouvait être dû à un nécromancien maléfique qui aurait transformé les villageois en zombies, mais Setsu réfuta sa théorie stupide en lui rappelant que les zombies augmentaient en nombre au lieu de disparaître. Cependant, Lévia expliqua qu'il existait un type unique de zombies appelé zombies de l'air, qui devenaient invisibles une fois transformés en zombies. Et lorsque Setsu demanda à propos du dragon, elle répondit que le dragon aurait pu être un dragon zombie. Setsu lui dit d'arrêter ses bêtises, alors elle changea d'hypothèse et suggéra cette fois que la disparition des gens pouvait être l'œuvre d'une sirène, qui avait le pouvoir d'attirer les hommes dans l'océan avec son chant. Setsu a démonté cette autre théorie stupide en lui rappelant que le village se trouvait dans les montagnes, avant d'évoquer une théorie encore plus débile selon laquelle les habitants du village auraient été enlevés par des extraterrestres, ce qui a valu à Setsu de se prendre un coup sur la tête de la part de Lévia. Quand ils ont finalement décidé de devenir sérieux, Setsu a dit que cela pouvait être l'œuvre d'une espèce évoluée comme Lévia, et lui a demandé si elle avait le pouvoir de faire disparaître les villageois sans laisser de traces. Lévia répondit qu'elle ne pouvait pas faire ça, et demanda pourquoi le dragon n'avait tout simplement pas utilisé la magie pour faire disparaître Élise pendant leur combat. Avant que quiconque ne puisse répondre, leur conversation fut interrompue par le chauffeur, qui les informa qu'ils ne pourraient pas traverser vers l'autre portion de la route tant que l'eau ne se serait pas calmée. Lévia demanda à Élise ce qu'elle comptait faire une fois arrivée en ville, et Élise répondit qu'elle prévoyait de retourner au village de Zatro afin de trouver des preuves concernant les villageois disparus. Lorsque Setsu demanda pourquoi le dragon attaquait sans cesse le village, Lévia supposa que c'était parce que le dragon avait vraiment faim et considérait les humains comme des proies. Elle supposa également que cela pouvait être dû au fait qu'il était attiré par la puissance magique, car la présence d'une magie puissante attirait des créatures dans certaines zones. Une fois de plus, Setsu souleva la question de la disparition des habitants, et cette fois, il s'en servit pour valider la théorie de Lévia selon laquelle le dragon était attiré par la magie, en suggérant que de la magie de transfert avait été utilisée pour envoyer les habitants du village ailleurs. Le Sherlock Holmes de l'Isekai a déduit que le dragon n'apparaissait dans le village à plusieurs reprises que parce qu'il était attiré par la puissance magique de quelqu'un qui avait lancé de la magie de transfert sur les villageois. Lorsque Élise demanda à qui pouvait bien lancer la magie de transfert sur les habitants, Setsu fit remarquer que la magie de transfert nécessitait des années de préparation pour être exécutée, ce qui leur fit comprendre qu'Émile était celui qui lançait le sort. Émile a tenté de nier leurs accusations en affirmant qu'elle était la victime, mais Setsu a évoqué une déclaration qu'elle avait faite plus tôt lors de leur réflexion, ce qui prouvait qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait entendre. À ce moment-là, Émile a avoué être la véritable instigatrice et a détruit leur chariot en se transformant en dragon. Elle a lancé plusieurs attaques de flammes contre eux, mais Setsu et son groupe les ont esquivées. Élise se sentait déprimée à l'idée que sa soi-disant petite sœur venait de la laisser tomber, mais Setsu l'a encouragée à se remettre en action. Ils ont attiré le dragon sur une partie du sol où il a glissé, ce qui a permis à Setsu de lancer une attaque combinée qui a repoussé le dragon. Quand le dragon a essayé de s'enfuir, Setsu a dit à Élise de l'achever, alors elle l'a poignardé à la tête, ce qui l'a fait se désintégrer en particules de lumière. Plus tard dans la soirée, Élise est retournée à la maison où elle et Émile vivaient autrefois, et elle a été stupéfaite de voir Émile apparaître indemne, accompagné de plusieurs bêtes. Quand Élise a demandé où étaient les villageois, Émile a répondu qu'elle les avait tous transformés en ses poupées, parce qu'ils avaient un grand pouvoir magique. Émile s'est présentée à nouveau sous le nom de Melul, la créatrice de monstres, et a révélé que ce nom lui avait été donné par son maître, Thomas. Dans le contenu sur les hommes bêtes, une certaine fille bête nommée Shironeko traversait la ville, et tout le monde autour d'elle commençait à lui offrir de la nourriture et à la couvrir d'éloges pour sa force au combat, jusqu'à ce que ses mains ne puissent plus contenir tous leurs cadeaux. Elle réussit à rapporter toute la cargaison chez elle, où sa sœur malade, Mineko, se mit à tousser et dut prendre une potion magique spéciale pour atténuer les effets de sa maladie. Mineko s'excusa en larmes, et Shironeko la prit dans ses bras en lui promettant qu'un jour, elle la guérirait. Pendant ce temps, Setsu et Lévia se rendirent chez un certain marchand pour obtenir un bateau, mais le marchand refusa de leur en donner un.
Alors Setsu a utilisé son charme pour convaincre le Via de les emmener pour la 4e nuit d'affilée. Cependant, leur petit arrangement n'a pas duré longtemps, car l'un des marchands de bateaux a annoncé qu'un bateau serait prêt le lendemain, poussant Setsu à abandonner l'idée précédente. Pendant que Setsu et le Via se disputaient sur leur plan de voyage, Shironeko passa devant eux et se rendit chez un pharmacien nommé Kiroanu, qui lui donna une potion coûteuse pour l'état de sa sœur. Ensuite, Kiroanu a proposé un travail à Shironeko, assassiner Setsu, en lui promettant qu'elle serait tellement bien payée qu'elle n'aurait plus jamais besoin de travailler de sa vie si elle réussissait. À ce moment-là, Setsu et le Via sont entrés dans la pièce et ont demandé 2 chambres dans l'auberge de Kiroanu. En sortant, Shironeko aperçut le visage de Setsu et le reconnut aussitôt comme sa cible, mais elle choisit de ne rien tenter. Ce soir-là, Shironeko et Mineko dînaient ensemble, et Mineko s'excusa de ne pas pouvoir manger grand-chose du repas 5 étoiles que Shironeko avait préparé à cause de sa maladie. Quand Shironeko remarqua que le flacon de médicaments était vide, elle se tendit soudainement, ce qui poussa Mineko à lui demander ce qui n'allait pas. Shironeko répondit qu'il n'y avait aucun problème et lui dit d'aller se coucher pendant qu'elle sortait faire un dernier travail. Alors que Shironeko débarrassait la table, le collier que portait Mineko se mit à dégager une aura sombre, signe qu'il était maudit. Plus tard dans la nuit, Setsu et le Via dormaient profondément, alors Kuroinu informa Shironeko, qui attendait dehors devant l'auberge, que c'était le moment d'agir. Lorsque Kuroinu lui demanda si elle hésitait, Shironeko répondit que non, mais fit une demande étrange en lui demandant de l'appeler grande sœur, puisqu'elle était la raison pour laquelle des orphelines comme elle et Mineko avaient survécu jusqu'à présent. Elle ajouta que Kuroinu était comme une grande sœur pour elle parce qu'elle prenait soin d'elles, les aidait avec des médicaments quand elles en avaient besoin, et fit une autre demande, que Kuroinu parte quelque part avec elle et Mineko pour vivre une vie paisible et tranquille, toutes les 3 comme des sœurs. Kuroinu lui donna la permission de l'appeler grande sœur, et lui dit d'accomplir la mission afin que Mineko ne soit pas triste. Quand Shironeko arriva dans la chambre de Setsu, elle tenta de le déchiqueter avec ses griffes, mais se rendit compte que le Setsu qu'elle attaquait était une illusion créée par magie. Le vrai Setsu apparut derrière elle et l'envoya valser par la fenêtre d'un coup de pied avant de la suivre à l'extérieur. Lorsqu'il lui demanda si elle faisait partie des sbires de Thomas, elle répondit qu'elle n'avait aucune idée de qui était Thomas et déclara qu'elle devait le supprimer avant d'activer sa transformation partielle en bête, ce qui transforma ses membres en griffes. Elle créa une énorme boule de feu qu'elle comptait lancer sur Setsu, mais il la détruisit rapidement avec son épée et la réprimanda pour avoir tenté de lancer un sort de boule de feu aussi dangereux en plein centre-ville. Lorsqu'elle était inconsciente, Setsu et le Via remarquèrent que de la magie maudite s'échappait de son corps, et ils comprirent immédiatement que cela venait de la boutique de Kuroinu. Quelques heures plus tard, Shironeko se réveilla et tenta d'attaquer à nouveau Setsu, mais Mineko l'arrêta et lui expliqua que Setsu l'avait ramenée chez elle après l'avoir trouvée inconsciente. Setsu lui fit signe de cacher la vérité à sa sœur, alors Shironeko joua le jeu en le remerciant de l'avoir sauvée. Setsu fit remarquer que Shironeko avait accepté des missions dangereuses pour le bien de Mineko, et il révéla que l'état de Mineko n'était pas qu'une simple maladie en utilisant un peu de magie de lumière pour rendre visible à tous l'aura sombre émanant de son collier. Il révéla qu'il s'agissait d'une puissante malédiction, ce qui fit paniquer Shironeko qui le supplia de sauver Mineko, et Setsu lui caressa la tête en lui assurant qu'il sauverait Mineko. Suivant les instructions de Setsu, Mineko s'allongea sur le lit et il invoqua une épée spéciale nommée Gloutonnerie, qui ressemblait à une gueule de dragon. Setsu activa Gloutonnerie et l'épée commença à absorber la magie maudite de Mineko, jusqu'à ce que Kuroinu fasse une entrée surprise. Elle lança une lame pour tenter d'arrêter Setsu, mais Shironeko prit le coup à sa place et Setsu était trop occupé à absorber le mana noir de Mineko, alors le Via intervint pour affronter Kuroinu à sa place. Lorsque Kuroinu lança des lames sur le Via, elle les bloqua facilement avec une vague d'eau, et réalisant qu'elle avait affaire à une déesse de la mer, Kuroinu demanda pourquoi le Via avait choisi de s'allier à un humain. Cependant, le Via lui dit d'arrêter de bavarder, alors Kuroinu fit comme Naruto en l'entourant d'une multitude de clones d'ombre. Mais cela ne posa aucun problème à la maman à l'aura de maîtrise de l'eau, car elle détruisit tous les clones sans lever le petit doigt, puis recouvrit toute la zone d'eau de mer avant d'achever Kuroinu d'un violent coup de poing aquatique dans le ventre. Après le combat, le Via demanda à Kuroinu de lui révéler les plans de Thomas si elle voulait rester en vie, et Kuroinu tenta de résister avant que Shironeko n'arrive pour la supplier. Kuroinu révéla que le but de Thomas était de devenir un dieu et de détruire toutes les espèces du monde, ce qui laissa le Via perplexe alors qu'elle se téléportait en utilisant un étrange objet magique. Ensuite, Minako, complètement rétablie, étreignit Shironeko en larmes,
et Setsu dit à Levia qu'il arrêterait Thomas de devenir un dieu par tous les moyens nécessaires. Le lendemain matin, Setsu et Levia étaient sur un bateau en train de discuter de leur plan pour rencontrer le roi des bêtes dans la capitale royale lorsqu'ils remarquèrent Shironeko et Mineko qui les attendaient sur la rive. Lorsqu'ils les retrouvèrent, Shironeko et Mineko les supplièrent de les emmener avec eux et de les laisser se battre à leur côté, afin de les remercier pour leur aide. Shironeko exprima également le désir de reparler à Kuroinu, alors Setsu accepta et tous les quatre prirent la route vers la capitale royale. Il y a plusieurs années, Setsu s'entraînait lors d'un combat amical avec Roa, la fille du roi des bêtes, et il exprima sa déception quant à son niveau actuel, ce qui la poussa à refuser l'idée qu'il devienne son maître. Elle déclara qu'elle ne le reconnaîtrait jamais comme son maître à moins qu'il ne la batte, alors il lui dit de l'attaquer de toutes ses forces, et c'est exactement ce qu'elle fit. À l'époque actuelle, le roi des bêtes, Regulu, tenait une réunion avec son commandant, et l'un d'eux suggéra que la meilleure chose à faire était de submerger à la fois les humains et les démons au lieu d'attendre d'être envahis. Un autre commandant répliqua qu'il devrait donner la priorité à la protection de leur peuple, mais le premier commandant le traita de lâche sans colonne vertébrale, ce qui déclencha une dispute qui rendit Regulu déprimé. Cependant, son humeur s'améliora lorsque son sixième sens lui révéla que Setsu était arrivé, et Roa reçut également le signal, alors elle courut dehors avec joie pour l'accueillir. Au même moment, Setsu essayait de convaincre les gardes à la porte qu'il connaissait Regulu, mais il refusait de les laisser passer jusqu'à ce que Roa surgisse et mette les deux gardes hors d'état de nuire. Elle accueillit Setsu en le serrant dans ses bras, puis tenta soudainement de lui porter une attaque surprise avec ses griffes, mais Setsu la maîtrisa rapidement. Ensuite, Roa et Setsu devinrent un peu trop proches l'un de l'autre en se rendant à la salle du trône, et le reste des filles exprimèrent à quel point elles étaient jalouses de cette relation. Lorsque Regulu arriva pour saluer Setsu, il réserva au roi des bêtes un accueil chaleureux en le plaquant violemment au sol, ce qui fit rire Regulu et le poussa à louer sa force. Quelques minutes passèrent, et Regulu n'arrivait toujours pas à contenir son enthousiasme à l'idée que Setsu soit de retour, alors il proposa un festin qui aurait lieu après un duel amusant avec Setsu. Cependant, Setsu refusa ses propositions et aborda le sujet de la guerre en cours entre les humains et les démons. Il l'informa que Thomas n'était pas seulement en vie, mais qu'il était aussi celui qui provoquait la guerre et complotait pour tout les détruire. Regulu répondit qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés à regarder la situation, mais Setsu l'empêcha de prendre une décision précipitée en lui rappelant que Thomas pourrait aussi déclencher quelque chose sur le continent des bêtes. Levia se joignit à leur conversation en suggérant qu'il vaudrait mieux que Regulu reste dans sa ville et leur apporte un soutien. En entendant cela, Roa proposa de les accompagner à la place de son père, et Regulu savait quelle était la meilleure remplaçante pour lui en termes de rang et de compétences. Mais il voulait quand même le faire lui-même. C'est alors que le commandant de l'armée des hommes bêtes, nommé Ruga, fit son apparition et affirma qu'il ne pouvait pas se permettre de détacher des effectifs pour d'autres nations, avant de révéler qu'il était le fiancé de Roa. Roa secoua immédiatement la tête pour désapprouver ses propos, et Regulu déclara qu'il ne pouvait pas refuser une demande de son vieil ami, Setsu. Ruga fit remarquer que Setsu avait disparu pendant 5 ans et demanda s'il était encore digne de confiance, ce qui poussa Roa à prendre la défense de Setsu. Regulu dit que les deux parties avaient raison et demanda comment ils allaient régler le problème. Ruga défia donc Setsu en duel. Regulu se proposa joyeusement pour arbitrer le duel et déclara que le vainqueur épouserait Roa. Quelques minutes plus tard, Regulu s'excusa auprès de Setsu d'avoir envenimé la situation et expliqua que les hommes bêtes étaient difficiles à convaincre autrement. Il ajouta aussi que Setsu ferait d'une pierre deux coups s'il gagnait le duel, puisqu'il obtiendrait à la fois le soutien militaire pour la guerre et une copine bête à épouser. Plus tard dans la soirée, Roa retrouva Ruga dans sa tente et lui dit qu'il n'avait aucune chance contre Setsu. Mais Ruga répondit qu'il ne reculerait pas, car son honneur était en jeu. Ruga révéla qu'il avait une chance de gagner grâce à une rune magique sur son bras droit, qui transforme la volonté en force. Et lorsqu'il commença à parler de son envie de la protéger, la rune se mit à briller d'une façon qui effraya Roa. Après avoir quitté sa tente, Roa exprima sa déception du fait que Ruga ne l'avait pas regardée pendant leur conversation et dit que c'était la raison pour laquelle elle n'était jamais tombée amoureuse de lui. Le lendemain, tout le monde était rassemblé dans l'arène, surexcité à l'idée de voir le commandant bestial au sang chaud et le héros déchu s'affronter. Lorsque Regulu annonça officiellement le début du combat, Ruga tenta de déchirer Setsu avec ses griffes, mais malheureusement il était trop lent pour l'atteindre. Il tenta une attaque encore plus puissante appelée griffe volante, mais Setsu la repoussa comme un moustique, puis se mit à le provoquer jusqu'à ce qu'il utilise sa technique de transformation bestiale pour se changer en monstre géant.
Roa avertit Setsu de faire attention, car la forme transformée de Ruga le rendait plusieurs fois plus fort que sa forme précédente. Mais toutes ces inquiétudes n'avaient aucune importance, car Setsu a facilement envoyé valser le Kurama de contrefaçon à travers tout le champ de bataille. Setsu a demandé à Rugulu de mettre fin au match, puisque son adversaire était clairement une machine à perdre encore plus grande que Ranji. Mais Ruga s'est relevé et a exigé avec colère de continuer le combat. Setsu a affirmé qu'il ne voulait pas blesser davantage la fierté de l'homme bête, mais cette remarque l'a tellement énervé que la rune magique sur son bras s'est mise à briller en rouge. Soudain, une voix s'est mise à chuchoter dans la tête de Ruga, l'accusant de se détester à cause de sa faiblesse, ce qui a provoqué une mutation de son corps en une forme encore plus bestiale. Levia a immédiatement reconnu le pouvoir qui émanait de lui comme étant la malédiction de Toma, et Ruga a projeté Setsu dans les gradins d'un simple souffle, poussant Rugulu à ordonner l'évacuation du public. Levia tendit son épée à Setsu, mais lorsqu'il trancha le bras de Ruga, celui-ci se régénéra instantanément. Roa courut dans l'arène pour tenter d'arrêter le duel, et Setsu réussit à la sauver des attaques incessantes de Ruga, avant de la prévenir que sa malédiction pouvait se transmettre à elle. Roa proposa de l'achever elle-même afin qu'il puisse avoir une mort digne d'un homme bête, mais Setsu s'y opposa car Ruga n'était victime que d'une malédiction et ne méritait pas de mourir pour cela. Setsu révéla qu'il avait un plan, mais expliqua que cela le rendrait sans défense le temps de le mettre en œuvre, et Roa proposa de le protéger pendant qu'il s'en occupait. Setsu prononça l'incantation pour invoquer gloutonnerie, mais au lieu que l'épée apparaisse, une brume blanche enveloppa la zone. À ce moment-là, la tête de Ruga se désintégra, et une illusion de Toma apparut. Toma se lança dans un discours de petit ami collant à l'adresse de Setsu, et Roa l'interrompit en l'accusant d'avoir trompé Ruga. Cela agaça tellement Toma qu'il tenta de la foudroyer, et lorsque Setsu la défendit, Toma exprima un niveau de déception encore plus grand envers Setsu, avant de se lancer dans une tirade sur le fait que Setsu protégeait toujours tout le monde sauf lui. Toma se mit à parler comme un évadé d'Arkham en jurant d'éliminer toutes les différentes espèces du monde pour que lui et Setsu puissent vivre une vie tranquille en tant que dieu. Cependant, Setsu dit à l'idiot de Yandere d'arrêter de débiter ses âneries, et pointa son épée vers lui en promettant de le trancher s'il s'en prenait à des innocents. Toma informa alors Setsu que Distinia avait déjà commencé son invasion du continent démoniaque, et le taquina en lui demandant s'il arriverait à temps pour sauver tout le monde. Lorsque l'illusion de Toma disparut, le cadavre décapité de Ruga tomba au sol, et Roa alla le pleurer alors que la pluie commençait à tomber. Plus tard dans la journée, Rugulus s'excusa auprès de Setsu d'avoir approuvé le duel, mais Setsu répondit qu'il n'y avait pas de temps pour se morfondre, car il devait se rendre au continent démoniaque au plus vite pour arrêter Toma. Rugulus dit qu'il allait lui préparer un navire, et qu'il enverrait également l'armée des hommes bêtes le rejoindre peu après son départ. Ensuite, Setsu retrouva Roa, qui était encore dans l'arène, et lorsqu'il lui demanda si elle allait bien, elle répondit qu'ils pourraient être sentimentaux plus tard, car ils avaient des choses importantes à régler. En partant avec lui, elle jeta un regard en arrière vers l'endroit où Ruga avait passé l'arme à gauche et lui dit de la regarder. Il y a 10 ans, Setsu et Toma ont été invoqués dans le royaume de Distinia, et les mages étaient ravis que leur rituel d'invocation ait réussi, car les deux étaient censés être les héros qui sauveraient leur royaume. Le roi est apparu et a encore plus excité la foule en déclarant que Setsu et Toma étaient des sauveurs envoyés par les dieux pour leur nation, ce qui a poussé Setsu à râler sur le fait qu'ils avaient été arrachés à leur vie normale sans la moindre idée de ce qui se passait. Bien plus tard dans la journée, Setsu s'entraînait à l'épée dans la cour, et Toma lui a demandé comment il pouvait rester aussi calme alors qu'ils avaient été projetés dans une histoire fantastique encore plus folle que Game of Thrones. Setsu a répondu qu'il devait devenir fort pour pouvoir affronter les dragons, les démons et toutes sortes d'autres monstres qui existent dans ce monde-là. Toma a exprimé sa peur d'aller à la guerre, et a affirmé qu'il était injuste de risquer leur vie à combattre des ennemis qu'ils ne connaissaient même pas, dans un pays inconnu. Mais Setsu a dit que cela ne justifiait pas qu'ils ne fassent rien pour l'instant. Setsu lui a tendu la main et lui a dit qu'ils devaient faire de leur mieux pour survivre afin que les choses finissent par s'arranger pour eux. Alors Toma s'est levé pour le rejoindre dans son entraînement. Sur le chemin du retour vers leur chambre, Setsu a dit à Toma qu'il devait mettre fin à la guerre, car il était injuste de se faire tuer par des inconnus dans un pays étranger. Mais Toma a rétorqué qu'il ne pouvait rien faire pour arrêter une guerre en cours. Il a aussi avoué qu'il n'était pas aussi fort que Setsu, alors Setsu lui a rappelé qu'ils étaient les héros choisis de leur monde et lui a promis de le protéger comme un frère. Quelques jours plus tard, Setsu a fait son sac de voyage et a dit à Toma qu'il devait voir le monde de ses propres yeux pour pouvoir arrêter la guerre. Toma s'est excusé d'avoir encore peur,
et a promis à Setsu qu'un jour il deviendrait assez fort pour se battre et mettre fin à la guerre. Ils se sont promis de se retrouver quand ils seraient devenus de vrais héros, puis Setsu a rejoint Elka et les autres pour commencer officiellement son voyage en tant que héros. Quelque temps plus tard, Thomas reçut le titre de chevalier, ainsi que l'honorifique de héros d'argent en raison de ses exploits au combat et de sa loyauté envers le royaume. Cela le rendit heureux, car il se rapprochait de son objectif de devenir aussi fort que Setsu et de pouvoir mettre fin à la guerre. Et les chevaliers qui servaient sous ses ordres exprimèrent leur volonté de se sacrifier pour réaliser son rêve. Un jour, Thomas et ses chevaliers attaquèrent un temple obscur, et Thomas mit facilement hors d'état de nuire un groupe de chevaliers ennemis présents dans la zone avant de tomber sur une statue mystérieuse. D'étranges mages présents dans le temple le supplièrent de leur laisser la vie sauve, mais Thomas répondit qu'il était absolument nécessaire pour lui de mettre fin à la guerre, tout en les décapitant un par un. Le lieutenant de Thomas arriva pour l'informer que le temple avait été nettoyé, mais il fut terrifié en voyant le massacre sanglant causé par Thomas. Thomas lui ordonna de réorganiser les survivants, puis jeta un dernier regard à la statue en quittant le château. Cependant, lorsqu'il marcha sur le sang des mages qu'il avait tués, il entendit une voix féminine qui parlait du fait que les faibles ne méritaient pas de survivre. Thomas fut d'abord déconcerté, mais il comprit finalement que la voix provenait d'un collier maudit suspendu à la statue, et la voix poursuivit en lui disant qu'elle pouvait voir l'envie, le désespoir et la haine dans son cœur. Thomas répondit qu'il s'en fichait, et commença à s'éloigner. Mais la voix l'a provoqué en affirmant qu'elle pouvait voir son désir secret, et il est complètement tombé dans le panneau en réprimandant la voix pour avoir essayé de dicter ses désirs à sa place. La voix lui dit qu'elle lui accorderait le pouvoir dont il avait besoin pour réaliser son désir, et c'est ce qui fit finalement craquer Thomas, qui saisit alors le collier maudit. Après quelques minutes, Thomas devint une machine à tuer dénuée de toute pensée, massacrant ses propres hommes, et il continua à chercher d'autres ennemis jusqu'à ce qu'un chevalier l'informe qu'une trêve avait été conclue au nom de la paix, ce qui signifiait que leurs forces devaient cesser l'attaque et battre en retraite. Le chevalier lui expliqua en outre qu'ils avaient reçu l'ordre de protéger la délégation de dirigeants chargés de signer le traité, et Thomas sentit une énergie magique familière émaner d'une calèche qui s'approchait d'eux. Lorsque la calèche passa, Thomas aperçut Setsu en train de se détendre avec Regulu, Deza et le reste de son équipe, ce qui le fit se demander pourquoi Setsu se trouvait là. Après que les dirigeants leur signé le traité, Glin dévoila une statue symbolisant leur espoir d'une paix éternelle, et tout le monde célébra le héros Setsu. Lorsque la cérémonie fut terminée, Setsu observa depuis une hauteur les habitants du royaume célébrer la fin de la guerre, et Thomas le rejoignit pour lui dire à quel point il était incroyable d'avoir mis fin au conflit. Setsu répondit qu'il n'avait rien fait de spécial, mais Thomas répliqua qu'il serait incapable d'accomplir ce que Setsu avait réussi, ce qui poussa Setsu à lui faire remarquer que Thomas était désormais une personne très importante. Thomas était sur le point de lui parler de leur promesse, mais Elka interrompit leur conversation en invitant Setsu à leur fête. Setsu fit ses adieux à Thomas, mais alors qu'il s'en allait, Thomas l'arrêta et lui révéla qu'on lui avait dit au temple que tous ses vœux pouvaient être exaucés. Thomas proposa qu'ils retournent ensemble dans leur monde d'origine, car il avait trouvé un moyen de le faire, mais Setsu refusa l'offre, car il était déterminé à mener une vie insouciante dans ce monde fantastique maintenant que la guerre était terminée. Cela fit pleurer Thomas, qui supplia silencieusement Setsu de ne pas l'abandonner à nouveau, et la malédiction de son épée corrompit son esprit au point qu'il déclara à Setsu qu'il allait détruire tout ce qui se mettrait en travers de son chemin, qu'il s'agisse d'humains, de démons ou d'hommes bêtes. Setsu fut stupéfait par la folie que montrait son ami, mais Thomas alla encore plus loin en jurant de détruire quiconque essaierait de lui prendre Setsu. Lorsque Thomas s'apprêta à attaquer, Setsu invoqua gloutonnerie, et Thomas se rua sur lui sans relâche en riant comme un fou. Elka et les autres vinrent voir comment allait Setsu, ce qui poussa Thomas à se mettre à délirer comme une petite amie toxique en affirmant que le monde n'avait besoin de personne d'autre que d'eux, et les deux s'affrontèrent à nouveau violemment, croisant leurs épées avec intensité. Leur affrontement fut si puissant qu'il repoussa les deux adversaires, et lorsque Setsu tenta d'attaquer par le haut, Thomas l'intercepta avec une vague d'énergie magique qui provoqua une explosion dans la zone. Elka et la bande arrivèrent sur le champ de bataille pour prendre des nouvelles de Setsu, mais ils ne trouvèrent aucune trace d'eux à leur arrivée. Thomas survécut d'une manière ou d'une autre à l'explosion et se traîna jusqu'au temple, où il confia au pendentif maudit qu'aucun de ses vœux ne s'était réalisé au final. Lorsqu'il exprima à quel point il se sentait seul, le pendentif se mit à briller et lui montra un souvenir de certaines personnes, dont Kuroinu et l'homme de l'ombre, utilisés pour de cruelles expériences magiques. Et dans cette vision, il exprimait tout le désespoir qu'il ressentait, ce qui permit à Thomas de se reconnaître en eux. Thomas décida de les sauver,
et il le fit en détruisant le laboratoire et en offrant aux anciens cobayes une chance de détruire le monde en se joignant à lui. Ils hésitèrent d'abord, mais lorsqu'il évoqua le fait qu'eux aussi avaient été rejetés par le monde, ils se rangèrent complètement de son côté. Dans le présent, Thomas révéla à ses compagnons que ses blessures étaient complètement guéries et leur annonça qu'il était temps de devenir des dieux ensemble en mettant fin au monde. Au même moment, les vaisseaux de l'armée de Distinion se dirigeaient vers le continent démoniaque et le commandant motiva tout le monde en disant qu'ils allaient montrer aux démons la véritable puissance des humains. Théa scruta la zone et découvrit une trace de la puissance magique de Thomas, ce qui confirma que leur véritable ennemi était les forces de Thomas et non le continent démoniaque. Glin déclara que leur récente découverte ne changerait pas grand-chose pour arrêter la guerre, car même s'ils essayaient d'expliquer la situation au commandant démon, ils seraient considérés comme des espions. Elka exprima son malaise face au fait qu'ils étaient en train de déclencher une guerre inutile contre les démons, et lorsque Glin demanda des nouvelles de Setsu, il lui répondit qu'il faisait tout son possible pour empêcher la guerre d'éclater. Elle se souvint de la façon dont Setsu lui avait assuré qu'il la protégerait avant de partir pour le continent démoniaque, et dit au reste du groupe qu'elle avait confiance en Setsu. Elka et Glin ont repris son énergie en affirmant que tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de gagner du temps jusqu'à l'arrivée de Setsu, et Théa a dit à Yui qu'elle croyait en sa capacité à éviter autant de pertes que possible pendant la guerre. Lorsque les navires sont arrivés sur la côte, la bataille a éclaté de plus belle et Glin a révélé son plan à son unité, contourner le flanc et frapper l'ennemi. Les démons et les humains s'envoyaient des attaques magiques à distance, et leurs chevaliers s'affrontaient dans un combat intense tandis que Glin et son équipe progressaient lentement derrière les falaises. Théa a dit aux camarades de classe de Yui d'éviter d'attaquer les ennemis blessés ou en fuite, et Elka a ajouté qu'ils attendraient que l'ennemi concentre son attention sur le front avant de charger. Au moment de charger, Glin a éliminé quelques soldats avec son épée tandis qu'Elka et Théa en détruisaient beaucoup d'autres grâce à des attaques magiques. Au début, les camarades de place de Yui ne savaient pas quoi faire, mais ils se sont finalement dispersés pour rejoindre le combat. Cependant, l'une d'entre elles s'est retrouvée seule et paralysée lorsqu'un soldat ennemi est arrivé derrière elle, alors Yui a détruit les soldats ennemis avec une attaque de flamme. La fille s'est mise à pleurer parce qu'elle se sentait inutile, mais Yui l'a réconfortée en lui avouant qu'elle avait aussi peur et lui a dit de ne pas trop se forcer. Il n'a pas fallu longtemps avant que les forces démoniaques commencent à battre en retraite, mais les camarades de place de Yui ont continué à les pourchasser malgré tout. Quand Yui a vu qu'un groupe de ses camarades de classe s'apprêtait à achever un soldat démoniaque qui ne pouvait plus bouger, elle est intervenue en prêchant qu'il était mal de mettre fin à quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. À ce moment-là, une étrange voix de Loli s'est mise à se moquer de Yui et plusieurs cercles magiques sont apparus dans le ciel, transportant sur le champ de bataille une bande de monstres géants armés. Un autre cercle magique est apparu au sol, faisant surgir une version possédée d'Élise qui n'a pas perdu de temps avant d'attaquer les soldats humains, ce qui a poussé les démons à croire qu'il s'agissait de renforts. Cependant, les monstres géants se sont également mis à attaquer les démons, et Elka les a figés grâce à un sort de blast spécial, permettant à Glin de les découper comme des barres Kitka avec son épée. En examinant le corps du monstre en armure qu'il venait d'abattre, Elka s'est rendu compte qu'il s'agissait en réalité d'humains enfermés dans les armures, et juste au moment où ils ont compris qui était Élise, Meluar est arrivé et a commencé à les taquiner en rappelant qu'Élise faisait autrefois partie de leur groupe. Quand Elka lui a demandé ce qu'elle avait fait à Élise, Meluar a répondu qu'elle l'avait transformée en poupée parce qu'elle était très puissante, et a proposé à Elka et à son groupe de devenir sa prochaine collection de poupées pour une fête de marionnettes. Cependant, Elka s'est ruée sur elle, furieuse, ce qui a poussé Meluar à utiliser sa magie de marionnettiste pour manipuler Élise et la forcer à bloquer l'attaque à sa place. Elka a essayé d'utiliser le Talk no Jutsu pour rappeler à Élise qui elle était, mais cela n'a pas fonctionné, et Meluar a décidé de passer à la vitesse supérieure en transformant une mare de son sang maudit en un groupe de monstres mortels comprenant une bête serpent, un dragon, un King Kong difforme et un monstre lézard. Le monstre serpent est intervenu dans le combat en 1 contre 1 entre Elka et Élise, alors Elka l'a éliminé avec une pluie de stalactites de glace, et Glin a facilement détruit le gorille monstrueux d'un coup de lame imprégné de magie, ce qui a poussé Meluar à envoyer le reste de ses monstres pour l'encercler. Cependant, Théa est intervenue au bon moment en déployant plusieurs cercles magiques qui ont explosé au contact de ces monstres et en ont éliminé 3. Elka a proposé de s'occuper de Meluar pendant que Théa et Glin affrontaient les monstres restants, mais lui leur a encore facilité la tâche en éliminant les derniers monstres alors qu'elle courait vers eux. Quand Théa a dit à Meluar que tous ses jouets avaient été détruits, elle s'est mise à râler en disant qu'il était injuste que ces pseudo-vengeurs aient pu venir à bout de ses créations ultimes sans aucune amélioration physique. Elle a envoyé Élise pour les détruire, mais Glin a rapidement terrassé Élise d'un seul coup,
Et avant que Meluar ne puisse créer d'autres monstres, elle l'a poignardé en plein cœur. Alors que Meluar s'étouffait dans son propre sang, elle lui a annoncé que c'était fini pour elle car son organe magique avait été transpercé et lui a dit que c'était le prix à payer pour avoir joué avec la vie des gens. Cependant, Meluar s'est relevé et a révélé que son corps, qui avait été modifié, possédait un cœur, un poumon et un organe magique supplémentaire. Elle leur a raconté comment Thomas l'avait sauvé des expériences brutales menées sur son corps et a affirmé qu'elle devait aider Thomas à détruire le monde. À ce moment-là, elle a activé sa limite ultime, une technique qui lui permettait de dépasser ses limites habituelles, et elle a invoqué une bête à 3 têtes appelée Chimère. En utilisant sa technique parfaite de marionnette, elle s'est fusionnée avec la chimère, et Théa a compris qu'elle alimentait sa magie avec sa propre force vitale et sa haine. Quand Meluar a essayé de les arrêter, le groupe a réussi à esquiver, alors elle a tenté de les anéantir avec une attaque de triple souffle qui a finalement été bloquée grâce aux efforts combinés de Théa et Yuhai. Meluar, impressionné par leur résistance, a préparé une nouvelle attaque de triple souffle pour voir s'il pourrait l'encaisser à nouveau. Mais avant qu'elle ne puisse la lancer, un papillon l'a distraite, permettant à Alizé de la poignarder dans le dos. Les larmes aux yeux, Alizé serra dans ses bras le corps ensanglanté de Meluar et se remémora le jour où elles étaient devenues sœurs. Meluar versa elle aussi une larme avant de se transformer en pierre, tout comme l'immense corps de chimère qu'elle habitait. Quelques minutes plus tard, Glein prit des nouvelles d'Alizé et informa Elka qu'elle survivrait, car ses blessures pouvaient être soignées par la magie de guérison. Théa était soulagée qu'ils aient vaincu un adversaire aussi puissant, mais leur moment de répit fut de courte durée, car l'homme de l'ombre fit une apparition spectaculaire et ils comprirent aussitôt qu'il était extrêmement puissant. Cependant, Yuhai proposa de l'affronter, et tout le monde lui dit qu'il était bien trop fort pour elle, mais elle les convainquit de la laisser se battre en leur rappelant leur promesse de la traiter en égal. Glein déclara que c'était leur seule option, car Yuhai était en bien meilleure forme que le reste du groupe, et Théa ajouta qu'ils devaient faire confiance à Yuhai tout en lui apportant leur soutien pendant le combat qu'elle s'apprêtait à livrer. Elka dit à Yuhai qu'elle ne lui pardonnerait jamais si elle abandonnait, et Yuhai répondit qu'elle allait lui montrer les résultats de son entraînement. Lorsque Yuhai concentra son énergie magique, l'homme de l'ombre comprit qu'elle était une combattante compétente. Mais avant qu'ils ne puissent commencer leur affrontement, tout le monde sentit une énergie magique qui leur glaça le sang. À ce moment-là, Setsu fit une arrivée spectaculaire digne d'un super-héros et félicita Yuhai pour son courage avant de lui assurer qu'elle était désormais en sécurité. Sur le continent des hommes bêtes, le commandant informa Régulus qu'ils étaient prêts à envoyer leurs forces sur le continent démoniaque, alors il leur ordonna de le faire immédiatement. L'un des anciens du palais s'inquiétait qu'Éclair puisse être détruite si une nouvelle guerre éclatait, mais Régulus le rassura en lui disant que Setsu s'occuperait de la situation. De retour sur le continent démoniaque, Elka tenta de se précipiter auprès de Setsu, mais Yuhai la devança et commença à l'enlacer de façon plutôt suspecte avant qu'il ne lui rappelle qu'ils étaient en pleine zone de guerre. Yuhai devint encore plus déchaîné en exhibant les positions d'entraînement au lit qu'Elka lui avait apprises, alors Setsu lui donna une pichenette sur la tête et lui dit de retourner avec les autres. Setsu se tenait face à l'homme de l'ombre, et lorsque ce dernier évoqua leur combat au palais de Deza, il affirma qu'il avait progressé depuis. Il demanda à Setsu pourquoi il se donnait tant de mal pour des gens faibles, et fit remarquer qu'en comparaison de Setsu, Yuhai et les autres ne valaient guère plus que des insectes. Setsu répondit qu'il se moquait de la force et qu'il les protégeait parce qu'ils étaient précieux à ses yeux, ce qui rendit l'homme de l'ombre encore plus déterminé à détruire le monde. Cependant, Setsu affirma qu'il protégerait le monde parce qu'il en avait envie et lança la première attaque de leur combat en bondissant dans les airs pour tenter de trancher l'homme de l'ombre en deux. Pendant ce temps, Kuroinu faisait la fête sur une autre partie du champ de bataille en faisant exploser des soldats humains jusqu'à ce que Shironiko et Mineko arrivent pour lui faire face. Elles exprimèrent leur joie de revoir leur Wan-san, et Shironiko lui demanda de discuter au lieu de se battre. Mais en réponse, Kuroinu se moqua de leur stupidité et leur lança des lames. Shironiko et Mineko ont facilement dévié les lames, et Kuroinu a tenté de manipuler la situation en leur demandant de mourir volontairement de sa main pour lui prouver leur valeur. Shironiko a réellement commencé à envisager la proposition, mais Mineko s'est révélée être la plus lucide de la famille en s'avançant vers Kuroinu et en déclarant qu'elle protégerait sa sœur quoi qu'il arrive. Shironiko a alors dit la même chose à propos de Mineko, donc Kuroinu a décidé de les éliminer toutes les deux et s'est rué sur elles avec l'intention claire de le faire. Les sœurs chats ont esquivé bon nombre de ces tentatives de les taillader jusqu'à ce qu'elles commencent à utiliser des coups sournois pour les prendre par surprise. Shironiko a dit à Mineko de suivre son exemple, puis elle a fait tomber Kuroinu d'un coup de pied sauté, ce qui a permis à Mineko de lui asséner un coup façon Hulk contre le sol. Shironiko pensait que le combat était terminé, mais Kuroinu s'est soudainement relevé et a ligoté Mineko à l'aide de bras démoniaques qui ont jailli de son corps.
Elle a envoyé valser Shironiko d'un coup de sa deuxième main démoniaque et a commencé à étouffer Mineko tout en déclarant qu'elle allait mettre fin à leur mascarade de fraternité en les éliminant toutes les deux. À ce moment-là, Kuroinu a activé sa limite, ce qui a rendu ses bras démoniaques 10 fois plus grands, et elle en a utilisé un pour assommer Shironiko d'un coup de poing brutal. Elle s'est mise à jacasser sur le fait que la fraternité n'avait aucune valeur, ce qui a poussé Shironiko à se relever et à rétorquer que la seule à voir la fraternité comme une malédiction, c'était elle. Cela a tellement énervé Kuroinu qu'elle a lancé tous ses bras démoniaques en même temps pour l'écraser. Mais Shironiko a esquivé toutes ses attaques avant de faire une fusion à la Dragon Ball avec Mineko, ce qui les a combinés en une bête féline bien plus puissante. Kuroinu a commencé à les insulter, mais les Catgirls l'ont fait taire en surgissant derrière elle en un clin d'œil et en lui disant qu'elle n'avait aucune chance contre elle. Quand les Catgirls ont fait remarquer que Kuroinu avait peur, elle a invoqué encore plus de mains démoniaques pour les attaquer. Mais les Catgirls ont contré avec une attaque tornade qui a arraché la plupart de ses membres, la faisant s'effondrer au sol. Cependant, Kuroinu refusa d'abandonner, et lorsqu'elle tenta de les attaquer à nouveau, les Catgirls l'achevèrent avec un des 3 smash en plein ventre avant de défaire leur fusion. Kuroinu exprima à quel point elle trouvait répugnant l'idée de sœurs proches l'une de l'autre, et les Search décidèrent de la laisser pour rejoindre les autres au combat. Ailleurs, quelques soldats démons ont tenté d'attaquer un homme mystérieux à capuche, mais il les a tous balayés avant de révéler une tenue encore plus ridicule que le cosplay moyen de Jojo, tout en se présentant sous le nom de Virdo. Soudain, Roa est apparue et l'a mis à terre d'un coup de poing en plein visage. Mais malheureusement, son coup de poing lui a fait bien plus mal à elle qu'à lui. Elle informa les soldats démons qu'elle avait été envoyée pour les aider et leur demanda de reculer afin qu'elle puisse affronter Virdo seule. Roa devina correctement que le corps de Virdo était fait de fer, et il révéla qu'il avait été créé par des humains lors des expériences torturantes qu'il avait dû endurer au fil des années passées. Il parla de sa reconnaissance envers Thomas pour l'avoir sauvé, ce qui poussa Roa à révéler, d'un ton furieux, que Thomas était celui qui essayait de détruire le monde à cause d'un délire. Virdo répondit que cela ne lui posait aucun problème, car il pensait que les plus forts méritaient d'obtenir tout ce qu'ils voulaient, puis il mentionna Ruga pour la provoquer, ce qui la poussa à lui donner un coup de pied en plein visage. Le coup de pied de Roa lui blessa la jambe, mais elle s'en fichait car elle se présenta de façon théâtrale et jura de le vaincre, même s'il lui fallait le frapper 1 million de fois jusqu'à ce que son corps de boîte de conserve finisse par se briser. Virdo dévoila alors son second pouvoir, qui se manifesta sous la forme d'une aura sombre et granuleuse, transformant son corps en balle de tennis métallique. Sous cette forme, il a roué Roa de coups jusqu'à ce qu'elle tombe au sol, puis il a déclaré que la fierté n'avait aucun sens dans leur monde en s'éloignant. Cependant, Roa s'est relevée et a affirmé que la fierté était la chose la plus importante au monde pour elle. Son aura a débordé lorsqu'elle a affirmé qu'elle était prête à la battre, même au prix de sa propre vie. Grâce à cette forme surpuissante, elle a traversé les balles de tennis métalliques qu'il lui lançait et lui a asséné un coup net en plein visage. Virdo était stupéfait, car il avait entendu des histoires selon lesquelles ceux issus de la lignée des hommes bêtes étaient capables d'atteindre la forme de Super Saiyan en se sacrifiant pour vaincre l'ennemi. Mais il décida lui aussi de se donner à fond et transforma son corps en une forme de métal sombre. Roa frappa son corps à plusieurs reprises, se moquant du sang qui jaillissait de ses poings à chaque coup, et finalement, le corps de Virdo commença à se fissurer. Alors il fit jaillir des pointes métalliques de son corps qui l'empalèrent brutalement. Cependant, Roa s'est révélée être encore plus folle qu'il ne l'imaginait, car elle détruisit les pointes métalliques et perça un trou dans le corps de Virdo d'un coup de poing. Elle déclara que la fierté d'un homme bête est plus dure que tout le reste avant de s'évanouir. Mais, contre toute attente, Virdo la soigna avant de s'effondrer lui-même au sol. Lorsque Roa lui demanda pourquoi il travaillait pour Thomas, Virdo répondit qu'il aimait simplement les beaux mecs et lui dit de continuer à vivre avec sa fierté stupide, ce à quoi elle répliqua qu'elle porterait aussi sa fierté avec elle. Pendant ce temps, l'homme de l'ombre geola Setsu à l'aide d'un sort d'ombre, mais avant qu'il ne puisse porter le coup final, Setsu brisa le sort et le repoussa. Setsu lui dit d'abandonner et d'appeler Thomas, car il ne pourrait jamais le vaincre. Mais l'homme de l'ombre décida de montrer sa détermination en activant sa limite, qui prit la forme d'une armure sombre. Lorsqu'ils se sont de nouveau précipités l'un sur l'autre, Setsu a tenté de le trancher, mais son épée n'a pas pu percer l'armure et l'homme de l'ombre a révélé que son armure avait la capacité d'absorber l'énergie, y compris une énergie aussi puissante que celle de Setsu. Il envoya valser Setsu d'un coup de poing et affirma que Setsu n'avait aucune chance, mais Setsu utilisa une technique spéciale qui fit jaillir une aura rouge et lança une énorme entaille en direction de l'homme de l'ombre. L'attaque détruisit l'armure et l'épée spéciale de l'homme,
et Setsu le félicita d'avoir réussi à dévier l'attaque à la dernière seconde pour sauver sa vie. Setsu lui dit d'abandonner s'il ne voulait pas mourir, mais l'homme de l'ombre répondit par un discours idiot sur le fait que toute sa vie n'avait de sens que s'il mourait pour sa mission. Quand il se rua sur Setsu, le héros l'abattit tout en le traitant d'imbécile, et il se sentit reconnaissant que son dernier combat ait été contre un adversaire digne de ce nom. Ailleurs, Thomas remarqua que tous ses associés avaient été vaincus, mais il était tout de même heureux car le moment était enfin venu pour lui d'affronter Setsu. Setsu vit son aura sombre se rassembler au loin, et sut que le moment était venu d'affronter le boss final, Thomas. Pendant ce temps, Levia se précipita dans le château des démons pour prendre des nouvelles de Deza, et Deza lui révéla que la bataille tournait en leur faveur car les puissants spires de Thomas avaient été vaincus. À ce moment-là, Thomas les interrompit et chargea son épée d'aura en leur disant qu'il leur apprendrait ce qu'est le désespoir s'ils osaient lui résister. Setsu se précipita dans le château pour prendre des nouvelles de Levia et Deza, mais lorsqu'il arriva, Thomas les avait déjà vaincus. Thomas se mit à parler de ses plans diaboliques à leur égard, ce qui poussa Setsu, furieux, à se ruer sur lui avec une attaque à l'épée, que Thomas parvint à parer. Les deux s'affrontèrent avec une telle intensité que leurs auras les repoussèrent l'un de l'autre, et Thomas enchaîna en transformant son épée en une sombre javine qu'il lança sur Setsu. Setsu dévia l'attaque, qui non seulement détruisit le château, mais fissura aussi le ciel d'une manière qui stupéfia Deza et Levia. Thomas l'assaillit avec d'autres attaques ténébreuses, mais Setsu les détruisit d'un coup de sabre gigantesque avant que Thomas ne le frappe à son tour par derrière avec une énorme entaille. Quand ils se ruèrent à nouveau l'un sur l'autre, Setsu fit voler l'épée de Thomas et commença à lui distribuer quelques pains dans la figure, jusqu'à ce que Thomas le repousse avec un sortilège obscur. Thomas décida de passer à la vitesse supérieure en transformant son épée magique en un énorme fusil magique, et il démontra sa puissance en détruisant une montagne voisine d'un seul tir. Il tira plusieurs coups sur Setsu, mais Setsu les esquiva tous, alors il transforma le fusil magique en mitrailleuse et se mit à arroser Setsu de balles magiques. En réponse, Setsu invoqua gloutonnerie et absorba ses tirs magiques avant de lancer une attaque combo à l'épée sur Thomas. Lorsque le reste de la bande de Setsu arriva, Setsu dit à Thomas d'abandonner car tous ses alliés étaient fichus, ce qui provoqua chez Thomas une crise meurtrière qui recouvrit tout le ciel d'une aura sombre. Setsu comprit que ce pouvoir obscur venait du pendentif maudit, et Thomas activa sa propre limite, qui prit la forme de deux énormes canons magiques. Thomas se mit à tirer sans relâche sur Setsu, mais Setsu esquiva ses attaques jusqu'à ce que Thomas tente de s'en prendre à ses amis. Setsu activa rapidement gloutonnerie pour absorber l'attaque, mais une partie de l'énergie détruisit le château. Heureusement, les amis de Setsu ont pu se protéger grâce à un bouclier magique, et Setsu lança une rafale de coups magiques qui détruisit la limite de Thomas avant de l'abattre une bonne fois pour toutes. En volant dans les airs, Thomas se remémora tout ce qu'il avait vécu avec Setsu, ce qui fit déchaîner sa magie et la transforma en l'arme la plus gigantesque qu'on puisse imaginer. Quand Thomas tira sur Setsu avec son arme, il essaya de se protéger avec un bouclier magique, mais l'attaque était si puissante qu'elle détruisit le bouclier et mit Setsu à terre. Thomas se lança dans un monologue sur le plaisir qu'il avait à enfin battre Setsu, mais ce héros idiot se releva et déclara que Thomas ne pourrait jamais le vaincre. Soudain, Setsu l'enferma dans une barrière dimensionnelle, ce qui l'empêcha d'utiliser son pistolet de limite, avant de lancer une attaque spéciale appelée Dévoreur de Terre qui transforma le sol autour de Thomas en dents. Dans cette situation désespérée, Thomas supplia Setsu de l'épargner, mais Setsu ne fit rien pendant que l'attaque faisait effet, et Thomas comprit que tout ce qu'il avait toujours voulu, c'était d'être aux côtés de Setsu. Quelques minutes plus tard, Thomas se réveilla et Setsu lui révéla que son plan était de lui faire retrouver ses esprits en faisant manger à son épée la malédiction qui l'affectait. Thomas se mit à pleurer en demandant pourquoi Setsu l'avait épargné, et Setsu répondit qu'il ne pourrait jamais le laisser mourir. Quelques jours plus tard, Setsu rendit visite à Thomas dans sa cellule et lui révéla que sa punition serait d'utiliser tout son pouvoir magique pour créer un sort de transfert qui renverrait tous ses camarades de classe dans leur monde d'origine. Il suggéra également à Thomas de les suivre afin qu'ils puissent repartir à zéro, et après son départ, Thomas pleura car il n'arrivait pas à croire que Setsu avait tenu sa promesse envers lui. Quelque temps plus tard, Thomas renvoya tous les camarades de classe de Setsu dans leur monde, et il refusa de repartir avec eux afin de pouvoir expier correctement ses crimes en menant une vie sans magie dans le monde fantastique. Ensuite, Setsu et Yui firent leurs adieux au reste du groupe et se rendirent sur le continent démoniaque, où Deza leur montra à quel point la boutique de Ruri prospérait en ville. Ils ont également visité le continent des hommes-bêtes, où ils ont retrouvé Roa, Shioniko et Mineko, qui leur ont révélé qu'ils étaient désormais à la tête de l'armée des hommes-bêtes. Parmi toutes les filles monstres de la série,
Avec lesquels aimeriez-vous jouer si vous étiez Setsu, les filles chats ou les filles démons? Partagez vos avis dans les commentaires. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.